Bonjour à tous, Et bonjour à tous. bienvenue dans le monde réel avec Fréquence Populaire. Comment vas-tu, Eric? Ça va, ça caille un peu, il y a plein de vent, sur Toulouse, mais on va survivre. Voilà, alors je sais pas, là, du coup, sur mon écran, je te vois pas, mais bon, c'est pas grave. Hem, Je mais ne bon, me je sais vois pas, pas. tu as remis une cravate aujourd'hui ou pas? Non, non, parce qu'en Eh fait, oui. il faudrait que j'ouvre en même temps peut-être, l'émission comme ça, Est-ce que vous nous voyez ça sera. tous, sinon? Et puis sinon, Eric ne me verra pas, il y survivra, je pense. Ouais, je vais y arriver, ouais, je vais y arriver. J'ai l'habitude, moi, hein. Bien. Oui, voilà. Donc du coup, on a un programme, qui est quand même assez complet aujourd'hui. Alors, il y a on va garder des choses en fil rouge, hein, sur un sujet qu'on a évoqué, hier et avant-hier. Mais juste pour faire un suivi, après-vente, effectivement, le fameux ours porteur de munitions polonais existait et c'est notre ami en Poustinger qui nous a envoyé la référence, c'est sur Wikipédia. Donc voilà, je l'avais vanné en disant que c'était une invention sortie à jeu de rôle, et ben pas du tout. C'est documenté. Bien, on a plusieurs sujets et l'information, et en plus sur cette fameuse ours et sur Wikipédia, c'est donc ça doit être vrai. Ce qui va faire une habile transition avec le premier point de notre programme, qui est justement Wikipédia. Alors, il y a un article qui sort dans Le Point, enfin un article ou une tribune qui sort et qui est consacré justement à Wikipédia. Ça s'appelle Halte aux campagnes de désinformation et de dénigrement menées sur Wikipédia. Donc, c'est signé par pas mal de gens, Benjamin Morel, Alexis Brézet, Jérôme Guedj, Natacha Polony, etc. C'est les premiers signataires. Et effectivement, ils dénoncent un certain nombre de dérives sur ce site, ce qui n'est pas pour nous surprendre parce qu'on les a aussi un petit peu observés. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Georges? Bah, écoute, heu, tu viens de dire, l'essentiel. Donc c'est une tribune, pétition qui est ouverte à signature. Hum, Donc vous pouvez aller, sur, le site du Point, et signer cette pétition qui est signée par des gens très différents, hein, d'obédiences politiques bien différentes. On a Gaspard Koenig qui est quand même pas très loin de Milei dans, dans la logique libertarienne et ou Natacha Polony, hein, qui est exactement, de l'autre côté. Donc pourquoi ça? Eh bien parce que ce sont des gens qui subissent par le biais de Wikipédia des attaques, ad hominem, personnelles et des désinformations. Et c'est bien dommage parce que Wikipédia s'est construit au fur et à mesure comme, une encyclopédie ouverte à tous, écrite par tous et que chacun peut corriger. Sauf que voilà, c'est devenu un espace militant et un espace militant, très, très woke, très proche d'une certaine vision de la société, une forme de progressisme, un peu, libéral et très atlantiste. Et ils ont un pool de correcteurs, de gens qui, ont l'autorisation d'écrire sur Wikipédia, et bien qui, plutôt que de rechercher, pas rechercher la vérité, mais de s'approcher de la vérité, d'avoir une approche contradictoire sur un sujet, eh bien, se servent de cette plateforme pour disqualifier des personnes. Natacha Polony s'en était, m'en avait parlé directement il y a quelques années. Elle avait été très, très choquée sur Wikipédia, où ils insistaient sur le fait qu'elle était d'origine juive et ils le mettaient vraiment en exergue. Alors bon, apparemment, ça a l'air très, très secondaire dans sa vie et puis surtout, elle ne voulait pas que ce soit, mis de cette manière, polémique par rapport à Israël. D'autres, ça sera sur, le fait qu'ils ne sont pas assez, ceci ou pas assez cela. Souvent, c'est sur l'atlantisme, c'est pas assez proche des thèses atlantistes et personnellement, donc moi j'ai signé
la pétition. Je suis moi-même victime de ça sur Wikipédia. C'est-à-dire que et c'est très difficile de le contrôler, c'est très difficile de changer des éléments parce que c'est immédiatement pris en compte par des gens qui surveillent et qui souhaitent mettre leur vérité. Et donc, on a des bios complètement caviardés où il y a des choses fausses, en fait, qui ne sont jamais arrivées, mais qui voilà, conviennent et plaisent à certains. Et le problème, c'est que Wikipédia va disparaître comme source d'information fiable si ça continue, bien évidemment. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, il y a je sais plus qui c'est qui est dans le site dans le chat disait qu'en fait, oui, c'était Anne-Laure Bonnel disait que le Wikipédia, c'est bien pour les champignons et pour des trucs comme ça, mais pour ce qui est personnalité de l'histoire, c'est un autre sujet. Voilà. Et Galicie avait vu voilà, paramilitaire serbe. Oui, oui, oui. C'était me concernant, hein, bon, j'étais officier de l'armée française, mais c'est pas grave. C'est très, très agaçant. Oui. Bon, bah, voilà, donc du coup, c'était pour signaler, bah, écoutez, si vous avez constaté le même genre de problème, vous pouvez aller voir cette pétition en ligne et puis éventuellement la signer. Voilà. Et donc, en fait, puisqu'on parle de Le problème, c'est que c'est une désinformation, activité on pourrait militante. passer. Hum, pardon. Oui, J'ai c'est le peut-être problème, pas c'est que c'est une entendu. activité militante. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, Et donc, on a. Vas-y, vas-y. Ça lag pas un peu là? Allô? non, ça lag chez toi, il y a pas de problème. D'accord, OK. Bien. Oui, donc du coup, on peut rester Et donc, sur ça nous le. amène, bon, c'est pas un point suivant, c'est lié à ça, parce que c'est totalement même lié. Oui, c'est On même va lié, parler de notre effectivement. ami. Alors, on va parler effectivement, de Julien Bayou, donc, qui s'est retrouvé, du coup, il on connaît l'histoire. Il y a eu une petite, chasse aux sorcières ou aux sorciers peut-être, je sais pas, chez ELV. Il y a eu des dénonciations un peu particulières et en fait, tout simplement, le parquet de Paris a tout bonnement classé les plaintes de l'ex-petite amie de Julien Bayou, qu'elle avait dirigées contre lui et donc, en fait, on se rappelle ou est-il besoin de le rappeler, tout l'espèce de lynchage politique et médiatique. Alors Julien Bayou, on n'est pas forcément à fond on partage pas à fond tout ce qu'il dit, mais globalement, il y avait des plaintes pour harcèlement moral, abus de faiblesse, etc. Manifestement, il semblerait que, alors les procureurs ont noté une absence d'infraction, ce qui est très différent le classement. Des fois, les affaires, c'est souvent pour infraction insuffisamment caractérisée. Là, c'est carrément une absence d'infraction. Ça va un peu plus loin, ça fragilise du coup beaucoup ce qui a été indiqué. Et donc, du coup, ça permet d'observer un peu tout ce système avec des espèces de tribunaux internes, on ne sait pas qui fait quoi, internes à des partis, où, en fait, où on instruit essentiellement à charge, sous la houlette de certains, et du coup, on avance sur le. Comment dire, et on déroule donc un processus qui pousse à l'exclusion ou à la démission. C'est des fois peut-être un peu bien pratique. Voilà. Mais là, c'est quand même, c'est pour ça qu'on l'a lié au cas à la pétition Wikipédia. C'est que Julien Bayou, que franchement, hein, vous assure, on ne porte pas dans notre cœur, ni sur ce qu'il défend, Non. ni comme personnage, mais voilà, il a le droit d'exister, il a le droit de défendre ses positions, c'est ça la démocratie. Eh bien, venant de son propre camp, il a été, comme tu dis, lynché. Mmh. Lynché médiatiquement, lynché publiquement, lynché politiquement. Ouais. Alors,
Encore une fois, il n'est pas du tout de notre camp, on n'apprécie pas grand-chose de ce qu'il défend, mais c'est inadmissible. C'est-à-dire, comme il le dit, il était élu de la République, il avait un statut, il avait une vie, il avait 15 ans de militantisme, tout ça a été balayé par une campagne contre lui, entre autres orchestrée par Sandrine, j'allais dire Sardine Ruisseau, par Sandrine Rousseau et d'autres ELV, euh, en une véritable, comme tu disais, chasse aux sorcières, dans une logique macartiste, ou des procès staliniens. Alors, ça n'a pas la même portée, mais c'est le même principe, c'est la même logique. Euh, on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, qui est totalement infamant, en particulier dans votre camp, et la conséquence, eh bien, c'est que vous êtes balayé socialement. Mmh. Et il n'y a pas de pitié. Et là, il y a eu une procédure judiciaire, comme tu l'as dit. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Rien ne lui est reproché. Et pourtant, il y avait un questionnaire qui avait été Mais adressé et à 12 pourtant, 000 adhérents, ce qui était quand voilà. même, c'est vraiment, Euh, ce qui est la pêche au filet, quoi. Mais bon, pourquoi pas, mais il faudrait recueillir et des là où, complètes témoignages. et là où ce n'est pas fini, c'est qu'on, malgré cela, malgré le fait qu'il n'y ait pas qui soit responsable de rien, puis on découvre au passage que son compagne, il y avait un différend sur le bien immobilier et qu'apparemment elle s'est un peu servie de ça pour obtenir gain de cause sur le bien immobilier. Bon, passons sur l'honnêteté de la chose, mais peu importe le jugement qui a été donné, les ayatollahs de son camp se sont immédiatement levés. Par exemple, Ercilia Soudeh dit: on s'en fiche, on n'a pas de leçon à recevoir d'un homme au sujet des violences faites aux femmes. Oui, Et les autres qui embrayent derrière sur le fait que, eh ben, peu importe, peu importe le jugement, nous on considère qu'il est coupable et ça suffit bien comme ça. oui, Pire, certains vont dire qu'on nous cache qu'il est coupable. Donc là, en plus, on rentre dans le complotisme complètement délirant sur Bayou, et que bah, tant pis pour l'état de droit. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il n'y a plus d'état de droit si on commence à rentrer dans ce genre de rapport euh, au droit et aux faits. Et comme tu l'as précisé, c'est il n'y a rien. C'est pas que c'est pas assez qualifié, c'est qu'il n'y a rien dans son cas. Donc c'est un vrai problème, puisque certains peuvent s'octroient le droit, euh, alors que la lutte contre les violences faites aux femmes, et en particulier les viols, qui, comme on le dit à chaque fois ici, est quelque chose qui n'est pas assez sanctionné, pas assez poursuivi, pas assez condamné, eh bien, s'octroie ce droit pour se tailler une position sociale, ce qui est incroyable et qui va complètement à l'encontre eh bien, des luttes pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes. Voilà, donc c'était voilà, un amical soutien à Bayou dans ce qui lui est arrivé, alors qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup d'acquaintances avec lui, non, et c'est pour ça que des gens très très différents ont signé cette pétition sur Wikipédia. très bien. On va passer au point suivant puisque c'est un peu un fil rouge cette semaine. Alors, mais c'est un fil rouge dans l'actu, hein, pas que sur Fréquence Populaire. C'est comme la Samaritaine, il se passe tous les jours quelque chose. Et donc on revient donc à nouveau sur Betaram. Et du coup, c'est le comment dire? Il y a, c'est sur France Info que c'était sorti. Le juge chargé d'enquêter sur le père Caricart reconnaît un échec de l'instruction. Donc heu, donc voilà, c'était un le juge, quelques années plus tard quand même, dit: «Bah, j'aurais peut-être dû saisir le procureur pour lui demander un réquisitoire supplétif». Voilà, donc ça pose un certain nombre de questions. Alors c'est un fait supplémentaire, hein, mais bon, il n'y a pas eu de réquisitoire supplétif parce qu'il y avait peu de choses qui étaient apparues. En gros, c'était ça l'idée. Et donc bah, effectivement, le
lui dis: «Bon, bah, oui, la formation judiciaire était ouverte quand même, hein, voilà, mais comme Caricare était mort, le père Caricare était mort, tout s'est arrêté». Mais c'est bon, il s'était suicidé, au Vatican, si j'ai bien compris. Donc on rappelle le principe pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est des soupçons de violence, d'agression sexuelle et de viol commis essentiellement dans les années 70 et 90 au sein de l'établissement. Voilà, donc sachant que Bayrou disait qu'il assurait ne pas avoir été alerté lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale et qu'il avait aussi contre-attaqué en disant que c'était sous le gouvernement Jospin que personne, que les gens ont été signés, l'affaire a été signalée et qu'il s'était rien passé. Bref, donc ça, c'est un premier élément. Et il y a un deuxième élément qui est que c'est sorti sur Mediapart, donc une prof de Notre-Dame de Bétarame qui avait souligné, qui avait dénoncé des violences et qui avait été en gros poussée gentiment vers la sortie et qui raconte effectivement avoir alerté plusieurs fois François Bayrou, mais aussi avoir été témoin de maltraitance alors qu'elle était avec l'épouse de celui-ci et qui n'avait pas voulu intervenir. Voilà. Donc du coup, ça c'est deux nouveaux éléments. Donc tous les jours, on apprend un truc nouveau quand même. Et ce que j'ai pu observer, je ne sais plus sur quel réseau social, tu as tweeté dessus, il y a quelqu'un qu'on connaît qui est sur Pau qui disait mais c'est pas une nouveauté, tout le monde le sait depuis très longtemps. Ce qui est très étonnant, c'est que ça sorte que maintenant et pile poil au moment où effectivement Bayrou est aux affaires, bon, c'est quelque normal, le principe. À partir du moment où on est en pleine lumière, bah, on s'expose à des tas de choses. Alors, qu'est-ce que tu pourrais Bah, tu as raison, apparemment à Pau, beaucoup de gens étaient au courant de ce qui se ouais, passait. Là, on a un témoignage qui est, assez dur pour la femme de enfin pour, François Bayrou, par cette enseignante, Françoise, Gulling, je m'excuse pour la prononciation, Gulling. Et on peut se demander, en fait, qui a été protégé? Quelle quelle institution, qui a été protégé par les institutions? Est-ce que ce sont des politiques? Est-ce que ce sont des hauts fonctionnaires? On en a parlé hier, Élisabeth Guigou, qui était ministre de la Justice à ce moment-là, on le sait aujourd'hui, a reçu 3 courriers, pour l'alerter qu'elle a parfaitement ignorés. On voit qu'il y a une tentative d'échappatoire, communicationnelle et puis on apprend donc, qu'il y a un inspecteur d'académie, qui est maintenant, vieux et à la retraite, qui, a admis là, qu'il n'a pas cherché à savoir ce qu'il se passait malgré les alertes reçues en 1996. Et lui et l'administration évoquent une légèreté, entre les guillemets. Alors bon, la légèreté, c'est sympa, comme, excuse, sauf que les conséquences pour les victimes, sont, catastrophiques et pour toute une vie. Sauf que, entre la légèreté et la réalité, c'est beaucoup plus grave, et on est au-delà de la légèreté, puisque on découvre à la lecture, du rapport qu'on est en fait devant un exemple idéal, typique du pas de vague. Alors pas de vague, mais bien organisé comme il faut. Puisque dans ce rapport, cet inspecteur d'académie met en cause Françoise Guelong, c'est la même qui a témoigné entre autres sur Mediapart. Donc là, on est en 96. C'est une professeure de mathématiques qu'il n'a pas rencontrée parce qu'elle avait le nez cassé du fait qu'elle avait été bousculée par des élèves et des enseignants par accident. Euh, euh, Parce qu'elle avait porté enfin, fait un témoignage, donné une vision négative de cette école de Notre-Dame de Bétarame. Et c'est quoi le crime de cette madame Françoise Guelin? Là, on s'accroche aux branches. Le crime de Françoise Guelin, à cette époque, a été d'avoir donné le numéro de service Allo Enfance Maltraitée à des enfants, à savoir le 119. Donc là, on n'est plus du tout dans juste de la légèreté, on est dans l'étouffement
d'une des personnes qui avait porté plainte, à l'époque. Voilà, je crois que c'est, à mon avis, un horrible scandale de violences faites sur les enfants, de pédocriminalité, avec des ramifications importantes, potentielles. Hem, Ça risque de coûter la tête à François Bayrou si c'est pas étouffé, et on aimerait bien, en tout cas moi j'aimerais bien que toutes celles, un peu hystériques, dans certaines formations à gauche, en particulier à la FI et chez les Verts, qui, n'ont de cesse de traquer la moindre faute, faite à l'encontre des femmes, y compris quand il n'y en a pas, y compris quand c'est instrumentalisé, eh bien, prennent ce sujet un peu plus à cœur parce qu'il est inadmissible, c'est le pire des crimes. On parle de un enfant sur 8 touché par les violences faites aux enfants ou la pédocriminalité. Oui. Mais tout à fait. Alors donc du coup, effectivement, on va pas épiloguer là-dessus parce qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir, je pense qu'il y aura d'autres épisodes du feuilleton. Mais effectivement, moi, j'ai un peu tendance à me demander si quelque part, il y a pas une espèce de réflexe pavlovien, notamment, ce type d'établissement, où on protège d'abord l'institution et on la protège à tout prix. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Je suis même pas sûr qu'on protège des gens, j'ai plus l'impression qu'on protège une institution parce qu'il faut pas qu'il puisse être dit que. Et c'est peut-être ça qui est le plus embêtant et le plus inquiétant, dans ce genre de choses. Ça fait penser aux autres scandales de pédophilie, dans l'Église notamment. Bon, je pense à les affaires qu'il y avait à Lyon, heu, où en gros, bah, il fallait pas que le scandale arrive sur l'institution. Et ça justifiait, tous les éteignoirs, mis sur des choses, sur des faits graves. Bon, on peut passer peut-être au point suivant et le point suivant, eh Juste, ben, c'est une histoire de pour, flingage. juste dans ton en fait, je crois qu'on est décalé. Je ne sais pas pourquoi, mais tu t'entends de manière décalée, Oui, on est décalé. Eric, et Ouais, donc je ne sais pas comment faire parce que tu m'entends après coup. Donc je disais, oui, c'est l'institution qui est protégée, très clairement, mais ce serait bien de ne pas s'en servir du combat global nécessaire contre la pédocriminalité, pour l'instrumentaliser pour d'autres combats. Parce que certains, comme c'est une institution catholique, avec des gens plutôt de droite dedans et conservateurs, eh bien, disent: ah voilà, c'est terrible, ils protègent les institutions catholiques. Oui, dans ce cas, mais dans d'autres cas, ce sont d'autres institutions qui sont protégées. Ça peut être des clubs de foot associatifs, ça peut être l'école publique républicaine, ou d'autres cas de ce type sont arrivés. Ça peut être tout simplement la justice qui essaye d'étouffer les affaires de pédocriminalité en son sein. Pour l'éducation nationale publique, on pensera au cas critique de Samuel Paty. L'institution, on voit, dans ce genre de cas, essaye principalement de se protéger, avant et après les faits. Donc là, on a un vrai souci, voilà, tu as parfaitement raison, Eric. Les institutions essayent de se protéger, plutôt que ouais, d'aller chercher la vérité. ouais, tout à fait. Donc du coup, on repart, sur une histoire de flingage aussi, donc, et de flingage, retentissant que bien, heu, bien remarqué, on va le dire. C'est Ça date d'il y a 2 jours peut-être. C'était le flingage de Zelensky par Trump. Donc, bon, on va pas, réévoquer le truc. Normalement, je pense que tout le monde a dû le suivre, mais globalement, il y a des choses qui se bon, d'un seul coup, là, on parle, très clairement, très nettement de corruption, d'un type qui a engagé une guerre qu'il aurait pas dû engager, et cetera. Enfin bon, on peut refaire. Donc justement, est-ce que tu as un commentaire, dessus, Georges? Oui, j'ai un commentaire. Alors, vous voyez, là, c'est Libération, Ukraine, dictateur sans élection.
Deuxième salve de critique faite à Zelensky par Donald Trump. Alors, malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, nous ne sommes que Eric et moi, et à l'antenne et à la régie. Donc, je gère en même temps la régie, ce qui demande de jongler beaucoup et de ne pas se tromper dans les boutons et de pas de mettre les mauvaises choses à l'écran. Euh, c'est parce que j'aurais voulu mettre d'autres, d'autres publications. Là, on peut dire qu'ils n'y sont pas allés de main morte. C'est le minimum qu'on puisse dire. C'est même assez étonnant, le niveau d'attaque. Alors, bon, je ne peux pas le mettre, ça c'est trop compliqué, mais on a le fils de Donald Trump qui a mis en ligne des vidéos de Zelensky qui faisait le bouffon quand il était acteur, y compris dans des positions assez scabreuses. Donald Trump a critiqué euh, euh, le, le fait que non, c'était Elon Musk. C'est Elon Musk qui est allé de manière lourde également en publiant des images de Vogue de Zelensky avec sa femme dans la revue Vogue, une sorte de pareil match américain où ils se tiennent par la main, ils montrent leur intérieur, tout ça. Et alors qu'il envoie 1 million de jeunes se faire tuer, c'est inadmissible. Ceux qui sont au Doge, qui attaquent, qui ont révélé ce qui se passait à l'USAID, eh bien, eux sont allés découvrir que le sondage qui met Zelensky à 57% de popularité est très largement était très largement financé par USAID, parce qu'il y a une passe d'armes entre Zelensky et Trump, Trump disant qu'il n'est apprécié que par 4% de la population, Zelensky disant 57%. Bon, c'est un voleur, c'est un corrompu. Alors, ça y est, c'est lâché. Hier soir, on a eu sur CNews, ça y est, une sortie. Euh, le retournement commence, que c'est inadmissible, qu'on nous a fait croire à des chimères pendant 3 ans, et que tout ça est inacceptable et qu'on jette de l'argent par la fenêtre avec cette guerre en Ukraine. Alors, c'est intéressant parce que nous, et en particulier moi, défendons certaines positions pendant 3 ans qui ont coûté très très cher socialement, qui ont été difficiles à défendre, qui ont valu bien des noms d'oiseaux en décrivant la réalité du terrain. Mais ce qui ne cesse de me frapper, malgré le fait que, effectivement, Zelensky et son régime sont particulièrement corrompus avant et encore plus pendant les guerres. Les guerres sont un accélérateur de corruption dans tous les pays. Donc évidemment, en Russie, hein, ça s'est vu, il y a aussi des procédures là-bas contre un tas de personnes. C'est qu'on avait dit sur cette chaîne que bientôt les Américains, et ça c'était avant que Trump soit élu, allaient lâcher les Ukrainiens pour tout un tas de raisons stratégiques et géopolitiques. Déjà, Joe Biden avait dit qu'il ne rentrerait pas dans l'OTAN. Et on, on s'était dit que l'argument de la corruption allait être utilisé pour déstabiliser Zelensky et surtout le discréditer aux yeux des citoyens occidentaux. Or, c'est ce qui se passe. Et là, on a un phénomène digne de 1984 de George Orwell. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez, il y a 3 énormes continents qui s'affrontent. Il y a l'Eurasia, l'Estasia et l'Océania, dans d'immenses guerres. Et il y en a toujours un qui est lié à l'autre. Mais les alliances changent. Et en un temps record, il est demandé à l'Institut de la propagande eh bien d'effacer tout ce qu'on avait dit de bien, par exemple, sur l'Océania, et de dire que c'est les pires crapules qu'on ait jamais pu imaginer, et que vraiment, il faut les inonder de bombes. Bon, eh bien, c'est ce qui se passe en un temps record. Voilà. Alors, c'est quand même difficile à avaler pour certains. Sur LCI, la transition va être dure, parce que là, eux, ils étaient quand même drogués totalement. C'est vraiment, on est dans les rues de Détroit. Hein, ils étaient fortement intoxiqués, donc ça va être lent le processus pour dire exactement le contraire, mais sur d'autres chaînes, ça a déjà commencé. Et aux États-Unis, c'est le matraquage. C'est-à-dire qu'ils, comment on dit en français, il reformate la manière de voir des choses. Et comme le disait Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, 64 200 répétitions font la vérité. Et là, avec la capacité de frappe médiatique qu'ils ont,
eh bien, Zelensky et son régime vont être transformés en corrompus, en néo-nazis, en incompétents, en des gens qui ne savent pas mener une guerre, qui ont volé l'argent des États-Unis. Répétez, 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 répétez. Bah voilà, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ah là là, si nous avaient écouté, on aurait gagné. À cause d'eux, on se retrouve dans une situation pas possible. Il faut qu'on règle ça et qu'on trouve une solution pas trop déshonorante avec la Russie. Et tant pis pour les Ukrainiens, ça s'est déjà passé en Afghanistan, ça s'est passé en Irak, ça s'est passé au Vietnam, ça s'est passé à peu près partout. Comme le disait Henry Kissinger, être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être un ami peut être carrément fatal. Oui. C'est une citation célèbre, mais qui s'illustre encore plus. C'était la même chose pour le Vietnam, notamment. Enfin, le lâchage, quand ils ne peuvent pas tenir, ça peut jamais être la faute des États-Unis, c'est toujours la faute des gens qu'ils ont soutenus et qui éventuellement ils ont un peu poussé à aller un peu plus loin. Mais bon, ça c'est comme ça. Puisqu'on parle de guerre, est-ce qu'on fait une habile transition avec la convocation de Macron à Washington? Il y a un petit délai. Donc je fais Non, notamment excusez-moi, il y référence. a un petit délai, c'est que voilà, ça y est, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis emmêlé dans les pinceaux. Je vous demande un petit instant. Donc oui, notre commandant en chef de nos armées à nous, notre merveilleux jupitérien président de la République, Emmanuel Macron, a de facto été convoqué à Washington. Il ira lundi. J'en avais fait un Un tweet. petit tweet, fait une série de tweets parce que la question est quand même assez importante. Voilà. Donc on a, j'ai écrit Macron est convoqué ce lundi à Washington. Certains l'ont reproché, ont dit mais non, c'est Macron n'est pas convoqué, on convoque pas un président de la République, on l'invite. Mmh. Oui, bien sûr, dans les termes officiel, il est invité à Washington. Dans la réalité, il est convoqué à Washington. Ce n'était pas prévu comme déplacement et c'est bien Donald Trump qui lui a dit de venir. J'ai mis cette petite image de l'époustage de l'épaule d'Emmanuel Macron. C'était en 2017 euh, quand, quand Donald Trump essayait d'imposer sa manière à Emmanuel Macron, qui avait vraiment le melon à l'époque, hein, et était considéré comme le nouveau petit chef de l'Occident. Bon, ça ne lui a pas trop plu à Trump, donc il l'a remis un peu à sa place. Et il est à peu près certain que Donald Trump va lui faire la leçon. Alors, on a eu une séquence assez amusante, quand même, où Macron a dit c'était hier soir, à 18h30, pendant une heure, en même temps sur différents réseaux sociaux, Emmanuel Macron, à sa manière, a voulu rattraper un peu le coup et a fait une heure de communication en direct avec les Français. Bon, déjà, il s'est un peu trompé dans les cartes, mais c'est pas grave. On peut pas lui reprocher, il n'est pas géographe, hein, il ne maîtrise pas très très bien la carte de l'Ukraine. Euh, mais il se l'est fait à la à sa manière, où il fait semblant d'être matamor et d'avoir de la force. Il a dit ah, mais je vais dire, moi, lundi à Donald Trump, je vais dire tu ne peux pas être faible face à Poutine. Alors, je pense qu'il va se prendre un vent en retour. Et j'ai lu et j'ai écrit Manu, shut the fuck up and listen. Manu, ta gueule et écoute. Et c'est exactement ce qui va se passer ce lundi. Il va l'épouster comme ça et lui expliquer quelle est la nouvelle stratégie des États-Unis et que en bon young leader sur lequel il dispose d'énormément de dossiers, en particulier la vente tout à fait inacceptable d'Alstom à General Electric. Il a de quoi faire pression sur Emmanuel Macron. Je ne sais pas si Emmanuel Macron
se plaindra directement à Donald Trump quand ils seront en face à face de ce que fait la journaliste, enfin la journaliste, elle n'est pas vraiment journaliste, elle est plutôt influenceuse, Candice Owens, aux États-Unis, où elle mène une campagne interplanétaire pour démontrer que Madame Brigitte Macron n'est pas une madame, mais un monsieur, et qui agace beaucoup évidemment le couple présidentiel, mais qui semble être suffisamment important pour que Donald Trump soutienne cette journaliste. Ce qui est Ouais. assez inadmissible, effectivement, dans les relations entre deux présidents. Et même là-dessus, je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron réussisse à faire infléchir Donald Trump. Et d'ailleurs, cette affaire de Donald Trump soutenant cette journaliste, cette influenceuse, montre à quel point il méprise son interlocuteur. C'est complètement, encore une fois, dans les relations internationales, c'est inadmissible. Mais voilà, Emmanuel Macron en est limité à faire le matamor chez nous, à faire semblant qu'il est le chef. On se rappellera cette vidéo qu'il avait sortie de cette discussion avec Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au Oui. début du conflit, enfin juste avant le conflit 2022, il avait leaké volontairement euh, une conversation de chef d'État à chef d'État entre lui et Vladimir Poutine, ce qui ne se fait pas, évidemment, et qui fait que Emmanuel Macron est passé pour un bouffon dans toutes les chancelleries du monde, et plus personne ne voulait avoir ou prendre le risque de discussions euh, trop franches avec lui, au risque de voir cette vidéo rendue publique. Eh bien, qu'a fait vous vous souvenez peut-être de cette vidéo, il était assez drôle. Il disait sur le même ton, mais Vladimir, qu'est-ce que tu as comme juriste? Ce ne sont pas des juristes. Nous, on a des juristes, ils savent ce que c'est que le droit. Tous les accords de Minsk n'ont aucune valeur juridique. On connaît la suite. Et d'ailleurs, dans la vidéo, on entend l'agacement profond de Vladimir Poutine, qui s'énerve Mmh. euh, d'être pris sur ce ton-là. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer à, à, à Washington. Donald Trump va lui expliquer quelle est la nouvelle ligne et qu'est-ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on le voit petit à petit, que ce soit Mark Rutte, le nouveau, enfin, le secrétaire général de l'OTAN, que ce soit même Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine, tout le monde est en train de se ranger derrière la décision du patron, le patron étant assis à Washington. Ouais. Oui, beh, du coup, alors, mais peut-être qu'il va lui expliquer que quand même il est alors il y a une technique, hein, chez Trump, c'est de toujours de déstabiliser l'interlocuteur, donc le coup des pellicules, qu'il époussetait et cetera, c'était un grand classique et c'est une vieille, technique de vente, tu l'infériorises pour après, l'amener à ce que tu veux en lui repassant un peu de pommade tout petit peu derrière et vraisemblablement, c'est ce qui se passera. Alors peut-être que la pommade viendra quand Macron, lui dira qu'il fait le bon élève et que lui, il a bien compris le principe et qu'il va passer, le budget des dépenses militaires, à un niveau conséquent. Il veut passer, de mémoire, de 2,1 du PIB à 5 de dépenses militaires. Alors c'est bien, hein, c'est un joli chiffre tout rond, 5. Ça fait impressionnant, mais est-ce que c'est quelque chose de bien sérieux? Alors, on a bien compris depuis Staline que, bon, la l'autorité morale, c'est bien gentil, mais ça suffit pas et qu'à un moment donné, on compte combien de divisions. Donc l'idée, c'est qu'il faut effectivement, maintenant on se dit: «Bon, on va montrer qu'on peut avoir des divisions». Heu, sauf que, est-ce que c'est vraiment possible? Pour Eh ben, l'instant, écoute, dans l'état actuel industriel où on est, et puis dans l'état budgétaire, évidemment. alors, ça peut vraiment nous inquiéter et on va en parler tout à l'heure avec notre invité, notre deuxième invité. On est un peu en retard, il me semble, avec notre deuxième invité, François Coq,
D'ailleurs, bonjour Annick Camalet, on est désolé, on est un petit peu en Ah retard. oui. C'est parce qu'on manque de régie, donc chaque minute coûte 1 minute 20 et pas 1 minute, mais on va y arriver. Donc là, on a une annonce qui a été faite. L'effort militaire pour la sécurité en Europe aura des conséquences pour les finances publiques. Vous voyez ça à l'écran. Donc ça commence à nous être annoncé un peu partout. Et effectivement, c'est un souci. Alors, Emmanuel Macron a annoncé qu'il passerait le, le budget de la défense du PIB à 5% du PIB. Alors, il faut s'accrocher Mmh. aux branches, hein, parce que notre budget est, est dans une situation critique. On racle les fonds de tiroir partout, on rogne sur la sécurité sociale, on rogne sur les acquis du Conseil national de la résistance, on casse les services publics. Les deux premiers budgets, les trois premiers budgets sont, allez, de mémoire, l'éducation nationale, autour de 63 milliards d'euros, le budget de la défense qui est à 50,5, allez, à 50 milliards, 51 milliards d'euros par an, et on est à quasiment 55 milliards du remboursement de la dette, des intérêts de la dette, hein. Donc, c'est le deuxième budget, pour le moment, c'est les remboursements des intérêts de la dette. Et là, c'est du 2%. Si on passe à 5%, le calcul est assez simple, ça ferait un budget de la défense à 125 milliards. Et ça nous placera dans une situation intéressante où 40% du budget de l'État de notre pays irait à s'acheter des armes et à rembourser de la dette. Quelque chose me dit que c'est assez inefficace et assez instable, en particulier quand on est dans une crise économique. Alors, évidemment, c'est totalement impossible. Et s'il fallait le faire, il faudrait absolument s'aborder tout. Il faudrait couper drastiquement dans le budget de l'éducation nationale, ainsi que dans tous les autres budgets, beaucoup plus que ce qui est aujourd'hui demandé par la mauvaise gestion des comptes des 7 dernières années, en particulier par Bruno Le Maire. On sait que ce sont des dizaines de milliards que les gouvernements veulent rattraper sur les budgets. Là, il faudra donc trouver 75 milliards. 75 milliards. Il faudrait trouver 75 milliards pour des armements. Alors, ça n'est pas possible et personne ne le fera, c'est absurde, mais ça masque en fait la justification de la destruction des services publics en disant: «Ah là là, mon Dieu, il y a la menace russe, les Russes vont nous envahir, les chars vont arriver, il faut qu'on, désolé, hein, désolé pour l'hôpital public, désolé pour l'école, désolé pour la justice, il va falloir qu'on rogne pour se défendre». Mmh. Et c'est un mensonge insupportable parce que nous sommes la France. Nous ne sommes pas l'Italie, nous ne sommes pas la Pologne, nous ne sommes pas la Roumanie, ni même l'Allemagne. Nous sommes la France et nous faisons partie des 4 seules nations au monde à avoir des systèmes de dissuasion nucléaire absolument imparables. Je parle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE. On est un peu en retard dans la nouvelle génération, on est un peu en retard dans le nombre de SNLE, mais ce qu'on a déjà permet de détruire 10 fois la Russie en quelques minutes. Enfin, Mmh. l'ordre donné en quelques minutes et quelques heures après, il ne reste plus rien. C'est inarrêtable. C'est ça la dissuasion nucléaire et la France l'a. D'ailleurs, cette même dissuasion nucléaire s'applique à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis, enfin qui vous voulez. Euh, la France est sanctuarisée. C'est le b.a.-ba, le principe de la dissuasion nucléaire. Or, ne pas le rappeler, ne pas éduquer nos citoyens à ça, eh bien, c'est d'abord mentir par-dessus et faire passer, tenter de faire passer des budgets sous couvert d'une agression qui est impossible. On ne peut évidemment, nous-mêmes, nous ne pouvons pas attaquer la Russie pour les mêmes raisons, ni l'Angleterre. Ça, c'est le b.a.-ba de la dissuasion nucléaire. C'est le premier cours à l'école militaire. C'est le premier cours en géopolitique réaliste. On ne peut pas avoir d'affrontement direction nucléaire. Et je ne crois pas que l'Italie ou l'Allemagne nous menacent encore pour avoir un budget à 125 milliards. Donc, là, on a une mystification qui se met en place et sur laquelle on comptait insister parce que c'est assez rentable. Mmh. Bien. Alors,
Il nous restait Là, on a un 2 petit petits sujets à traiter, 3 même. Il y a le tout dernier, et peut-être que est un vraiment gros sujet, donc peut-être qu'on en reparlera la prochaine fois. On va juste faire une petite brève sur le cas de la sélection des avocats. Comment on sélectionne un avocat. Il y a des avocats qui ont le droit de faire un travail d'avocat, puis il y a ceux qui peuvent pas parce qu'ils sont juifs. Et on va reparler donc du coup de Boualem Sansal, qui est donc traité en radiothérapie, entre 2 séances de radiothérapie. Il reçoit des visites et on lui explique qu'il faudrait qu'il prenne un autre avocat français non juif. Les juifs sont interdits d'exercer manifestement dans le régime de M. Tebboune. Et, en gros, même cet avocat, c'est maître Zimrei, qui multiplie les demandes de visa pour aller visiter son client, ce qui est quand même un petit peu la base dans un système judiciaire. L'avocat peut contacter son client. Non, là, on lui refuse aussi. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un OQTF, monsieur maître Zimrei. Voilà, donc du coup, c'était juste pour faire une petite brève là-dessus. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce sujet, justement, non, Georges? c'est comme tu l'as dit, c'est comme tu l'as dit, c'est pour saluer Boualem Sansal qui est toujours en prison et bah, que voilà, c'est assez inadmissible de refuser un avocat parce qu'il serait juif. Je pense qu'il n'y a même pas de commentaire à faire. D'accord. Ça Et donne, euh, ça donne une belle image du gouvernement algérien. voilà. Et le tout dernier sujet, très rigolo, du coup, aujourd'hui, ça sera, c'est sorti dans Marianne, c'est un article assez court, mais où on reparle de l'ineffable et du remarquable président argentin Javier Milei, qui donc, lui, a fait la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie, donc qui s'appelait Libra, je crois. Donc déjà, je sais pas, est-ce que c'est le boulot d'un président de faire la promo de crypto-monnaie? Ça, c'est une autre question. Et cette crypto-monnaie, le cours s'est effondré en seulement 24 heures. Donc c'est considéré comme une arnaque numérique, hein, bien entendu. Et bon, est-ce qu'il y Effondré a en 24 heures quelques... et 4,4 milliards Pardon? d'euros, de dollars ont été brûlés dans l'affaire. Enfin, brûlés. Ils ont Oui, disparu tout à quelque fait. part. Hein. C'est 4,4 Donc milliards. c'est un... C'est pas une arnaque à 400 euros. Hein. Non, 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 oui, voilà, oui, donc du coup, c'est vrai que quelque part, c'est un petit peu embêtant, parce que Milei nous fait le coup du bon gestionnaire, du gars qui évite de cramer de l'argent pour des choses inutiles, selon lui, comme l'éducation, comme plein de choses comme ça. Mais là, il n'a pas hésité à faire, donc ça la fout mal, et puis c'est un petit peu, ça fait vraiment désordre. Voilà. Donc du coup, c'était le dernier point. Peut-être qu'on va pouvoir passer à Alors notre... juste, on voit pas les images, donc c'est dommage. Sur le site de X de Serfia, c'est la retrouvaille entre Javier Milei et Elon Musk, parce qu'ils s'aiment beaucoup, ce sont des libertariens. Bon, vous ne voyez pas l'image, c'est dommage, mais Javier Milei a offert une tronçonneuse en argent à Elon Musk pour qu'il tronçonne dans les services publics aux États-Unis. Oui, alors ce qui pose quelques problèmes C'était un clin d'œil aux libertariens. qui posera quelques problèmes d'ailleurs en termes de maintenance nucléaire. On a vu ça, il y a peut-être du rétropédalage dans l'air si la lucidité arrive à se faire jour dans l'administration Trump.